Morning, everybody. Bonjour à tous. As always, apologies Comme for not- toujours, je vous présente mes excuses. Je ne peux pas faire ma présentation en français. Mon français n'est vraiment pas à niveau, malheureusement. I'd like to focus my J'aimerais axer ma présentation sur le rôle des employeurs en matière de formation professionnelle. Si l'on regarde les présentations précédentes, la présentation de Andy Green notamment, eh bien, j'aimerais effectuer un tournant et établir une comparaison internationale. Un des enjeux que nous partageons dans tous les pays, il s'agit bien du rôle des employeurs en matière de formation professionnelle. Qu'il s'agisse des placements des jeunes dans des apprentissages, en entreprise, des opportunités pour les étudiants dans les parcours professionnels. Mais j'aimerais montrer principalement que ce sujet doit être pris au sérieux, dans la recherche notamment, et j'aimerais préconiser une approche plus sectorielle. Et je vais vous expliquer à présent pourquoi. Il est très intéressant de donner cette présentation à Paris. En Angleterre, nous nous remettons encore de l'exposition universelle de 1867 qui s'est tenue à Paris, rendez-vous compte. C'était l'exposition qui a vraiment choqué l'Angleterre. Car dans cette exposition, on voyait que l'Angleterre, ou le Royaume-Uni plus largement, était vraiment en retard, avait accusé un retard important en termes de capacité technique. Et ça a été terrible pour nous de voir que ces autres pays européens faisaient mieux que nous, et même des pays au-delà de l'Europe. Eh bien oui, ils avaient un enseignement technique très avancé et ils pouvaient fabriquer des choses de bonne qualité, de bonne facture. Et en termes de design, ils étaient très performants. Et ils bénéficiaient d'un rayonnement international grâce à ces compétences. Et au Royaume-Uni, ça fait toujours débat, notamment en Angleterre. Comment est-ce que notre formation professionnelle, est-ce que notre système de formation professionnelle est bon ou pas? Ça fait encore débat. Je pense que ça a déjà été souligné dans cette conférence. Nous devons positionner l'enseignement et la formation professionnelle. Il nous faut le replacer dans le contexte culturel et politique. En Angleterre, l'éducation et la formation ont traditionnellement été séparées d'un point de vue conceptuel, mais aussi pratique. Les politiques éducatives mettent toujours l'accent sur l'enseignement général et également l'enseignement supérieur. Et ici, j'utilise une citation d'un rapport qui date de 1959, qui est considéré comme un rapport de référence, le rapport du comité de Crowther. Et ce rapport indique en conclusion que ce que fait le mieux le système anglais, c'est l'instruction des meilleurs élèves. Et nous continuons à nous investir largement dans l'enseignement supérieur ou l'enseignement général. Et nous ne nous attachons pas suffisamment à d'autres formations, d'autres types de formations. C'est important de remettre ceci dans le contexte historique pour comprendre le système anglais. En 1906, c'était la première fois que l'Angleterre a utilisé le terme « further education » qui signifie enseignement post-obligatoire, et ceci dans les documents officiels. Et je souhaitais en parler ici dans ma présentation car nous n'avons pas de système officiel d'EFP, d'éducation et de formation professionnelle. Et ici, c'est un point d'incompréhension. On peut le voir non seulement dans les recherches universitaires en Angleterre ou à l'étranger. Nous avons quelque chose de plus curieux. C'est ce que nous appelons
un système de compétences et d'enseignement post-obligatoire. Et ceci depuis la réglementation de 1906 sur l'enseignement post-obligatoire. Ceci comprend tout ce qui ne concerne pas les établissements scolaires et les universités. Je parle ici d'enseignement post-obligatoire. Donc l'utilisation de ce terme « autre » est très puissant en Angleterre et très fort. Donc tout ce qui est autre ne fait pas partie des établissements scolaires et des universités. Et cette définition pose un problème et c'est également paradoxal car les politiciens, les hommes politiques en jouent beaucoup. Mais évidemment, ils ont aussi des opinions très fortes concernant les universités et les établissements scolaires, mais ils ciblent particulièrement tout ce qui est parcours professionnel. En Angleterre, nous avons un système qui met en avant les collèges d'enseignement post-obligatoire, l'enseignement supérieur. Concernant les collèges d'enseignement post-obligatoire, concernant l'enseignement post-obligatoire, nous avons des collèges, nous avons également des centres de formation privés, nous avons ce que nous appelons des établissements universitaires techniques pour le groupe d'âge de 14 à 18 ans, mais ces collèges techniques posent des problèmes, ou universités techniques. Nous disposons également d'apprentissage. Nous avons à peu près 400 000 apprentis pour une année donnée. Les niveaux s'étendent du niveau 2, c'est-à-dire le taux d'employabilité le plus faible, le niveau que vous allez atteindre à l'âge de 16 ans après l'enseignement obligatoire. Et ce niveau s'étend jusqu'au diplôme professionnel, au diplôme d'apprentissage. Et ici, il s'agit d'une initiative relativement récente. Et l'idée et de s'inscrire dans une longue tradition d'un enseignement lié au monde du travail. Et notre système d'apprentissage varie énormément, il faut le savoir. Il n'y a pas de cohérence comme dans les pays où on a un système de formation en alternance. Et ceci est dû au fait c'est dû à la nature non réglementaire de notre marché du travail. C'est pour cela que les apprentissages en Angleterre sont disponibles pour les personnes les élèves à partir de 16 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Nous avons 3000 sortes d'apprentissage en Angleterre. Et si dans ce public vous êtes plus âgé, ne vous inquiétez pas, nous avons des formations en apprentissage qui vous concernent, qui peuvent vous intéresser. Parmi ces apprentis, 40% ont 25 ans ou plus. La plupart des apprentis, y compris ceux qui ont entre 16 ans et 18 ans, sont déjà salariés lorsqu'ils deviennent des apprentis. Ils sont ce que nous appelons c'est ce que nous appelons chez nous la conversion. Donc nous avons des apprentis adultes qui sont déjà des employés. Et par conséquent, ils ont des compétences et des connaissances qui sont existantes et qui sont certifiées à travers l'apprentissage pour obtenir une qualification. Et l'idée est d'utiliser ces accréditations, ces formes de certification pour les adultes qui n'ont pas eu l'opportunité d'obtenir des qualifications ou d'améliorer leurs compétences. Ceci est fortement recommandé en Angleterre. C'est un grand problème en Angleterre, cependant, parce que nous avons fusionné ceci avec le concept d'apprentissage. Et ça provoque de nombreux problèmes en termes de cohésion.
Nous avons également des sortes de stages en entreprise. Et si nous regardons les groupes, si nous comparons ceci à l'Allemagne, le temps d'apprentissage varie beaucoup. Nous n'avons pas de cadre institutionnel pour l'EFP, comme cela se fait dans d'autres pays. Nous disposons de toute une batterie d'institutions, d'établissements formels, non formels, à l'échelle locale ou régionale, qui varient selon les politiques nationales, mais également les politiques locales. Nous disposons également d'associations professionnelles, encore une fois très différentes d'un bout à l'autre du pays, de l'Angleterre. Et les gouvernements successifs adoptent une démarche centriste. Donc pour l'instant, nous avons des réformes en matière d'apprentissage qui impliquent largement les employeurs. Notre système, une partie de notre système est également difficile à comprendre d'un point de vue international parce que c'est animé par les qualifications. Nous avons 120 établissements de certification. Il y a City & Guild qui est très connu, qui a une réputation internationale, mais aussi des centres de certification qui sont dans un créneau beaucoup plus limité. Et ceux qui fournissent des formations, les établissements doivent payer ces services, mais ça fait partie de cette démarche économique mixte. Mais si l'on regarde les choses du bon côté, nous avons une éducation, une formation professionnelle qui sont très robustes. Et cela est dû aux parties du marché du travail qui sont réglementées, où il y a des possibilités de progression très fortes en termes d'apprentissage et à travers l'enseignement supérieur, mais aussi ce que nous appelons le statut, le Chartered Status. Et cela concerne les métiers comme le génie électrique, la technologie dentaire, la comptabilité, la maçonnerie. Et il y a aussi d'autres métiers plus artisanaux, comme la confection par exemple. Les métiers plus traditionnels, comme la maçonnerie aussi. Si on regarde l'enseignement et la formation professionnelle pour ces métiers-là, nous avons constaté ceci. Les employeurs sont bien plus impliqués avec les élèves issus de ces formations professionnelles parce qu'ils ont toujours été proches de l'apprentissage. Et ils ont des apprentis qui font partie de la hiérarchie dans leur organisation, dans leur entité. En Angleterre, on peut voir que la formation professionnelle est de très bon niveau dans certains domaines. Et c'est la confiance qui a été établie entre les employeurs et les élèves issus de ces formations professionnelles qui fait que cette éducation et formation professionnelle, que ce système fonctionne. Il y a des relations fortes entre certains métiers ou l'étude de certains métiers dans les établissements et la relation qu'ils ont avec des employeurs. Et ces partenariats ont été créés de longue date. Et cela facilite le recrutement d'employés, que ce soit à plein temps ou à mi-temps, dans les parcours professionnels. Nous disposons donc d'un système très hybride où il y a une implication limitée des employeurs
pour tout ce qui concerne les établissements publics. Et parallèlement, on a une démarche centriste où le financement de l'éducation professionnelle est animé par des cibles établies à l'échelle nationale. Concernant notre gouvernement actuel, l'idée est de disposer de 3 millions d'apprentis. Je ne sais pas comment ils ont obtenu ce chiffre ou calculé ce chiffre, mais bon, ça sonne bien, n'est-ce pas? Ça résonne bien au sein de l'opinion publique. Si on regarde ces cibles nationales, eh bien, ceci a un impact sur les jeunes élèves qui souhaitent s'engager dans ces formations professionnelles. Et l'idée aussi, c'est d'encourager les adultes dans ces voies professionnelles. Mais il y a aussi des attentes par rapport aux jeunes élèves, entre 16 ans et 18 ans notamment. Et pour ce groupe d'âge, il semble qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des postes d'apprentissage. Au Royaume-Uni, il semble que le budget pour les compétences des adultes est alloué dans les grandes villes, Manchester, Leeds, etc. Mais pourtant, cette démarche est toujours très centralisée. Donc il y a une évolution, mais celle-ci est quand même, la démarche est quand même très centralisée. Pour 2017, il y aura une taxe d'apprentissage qui sera introduite. Et l'idée, cela concerne les organisations où la masse salariale représente plus de 3 millions. Donc ceci comprendra les universités, les grandes organisations également. Donc ceci sera introduit. Mais si vous me réinvitez dans 6 mois, je vais peut-être vous dire que ça a été supprimé depuis. Parce que c'est une proposition très politique, donc il faut vraiment regarder ça de près. Ce n'est pas gravé dans la pierre. Ce que j'essaye de dire dans cette présentation, en Angleterre, nous avons des démarches qui s'opposent les unes aux autres. Les employeurs viennent sauver ces parcours professionnels d'une part, mais ils sont aussi ceux qui les mettent à mal. Et notamment dans les politiques éducatives, ceci est le cas, mais aussi dans les recherches universitaires, ceci est mis en avant. Je pense que nous avons besoin d'un système ou d'une démarche plus collective, notamment en Angleterre. Et si je peux m'aventurer à dire que c'est le cas également pour d'autres pays, il faut penser davantage aux capacités disponibles sur les lieux de travail en entreprise pour vraiment favoriser ces parcours professionnels. Car c'est très difficile de s'engager dans ces voies. C'est difficile d'établir un système qui fonctionne et il faut vraiment faire participer tous les acteurs. Au Royaume-Uni, nous avons toujours une quarantaine d'associations de formation qui ont été créées dans les années 60, qui sont principalement dans le BTP et d'autres métiers. Et ils participent à ces partenariats entre les différents acteurs. Et ici, on a un grand potentiel de développer cette formation professionnelle en Angleterre. J'aimerais conclure en rebondissant sur la présentation de Andy Green. Andy a parlé de la position de l'Angleterre, de son faible positionnement en termes de compétences de base par rapport à d'autres pays. Un des problèmes
principaux, un des enjeux principaux en Angleterre en termes de recherche et de politique éducative, c'est de se pencher sur combien de lieux de travail, combien d'employeurs sont dirigés par des employeurs qui ont des niveaux d'instruction peu élevés, parce que nous plaçons en eux beaucoup d'attentes. Nous leur demandons d'organiser le développement des futures forces de travail, des futures forces vives, alors qu'eux-mêmes n'ont pas eu des niveaux d'instruction importants ou n'ont pas connu ces systèmes. Si nous souhaitons moderniser nos employeurs, nous devons prendre en compte ces problématiques et nous devons établir des recherches comparatives sur les approches sectorielles et regarder secteur par secteur, secteur de l'économie par secteur de l'économie, ce qui fonctionne bien et de manière comparative, regarder des secteurs, notamment le secteur des services, où il y a vraiment des problèmes pour trouver des employés avec des bonnes qualifications. Merci beaucoup de votre attention.